Denis, donc toi tu sais quelque chose sur Turing, comme peut-être un peu plus qu'un moyenne de nous, et Turing il est célèbre pour le test de Turing, c'est-à-dire on se dit que on arrive à l'intelligence artificielle quand on peut avoir des réponses qui peuvent passer pour humaines. Mais quelle était vraiment l'intention, le rêve de Turing, pour autant qu'on puisse se connaître en matière d'intelligence artificielle, quand lui il a travaillé, c'est-à-dire il y a maintenant 70 ans ou des choses comme ça? Ouais. Alors, donc Turing avant tout c'est un mathématicien, donc il a travaillé en fait à cheval avant la Deuxième Guerre mondiale et un petit peu après. Alors il y a quelques années, personne connaissait le nom d'Alan Turing. Maintenant, à cause notamment du film hollywoodien avec Benedict Cumberbatch, il est nettement plus connu. Donc on a une image de lui. C'est quand même avant tout un scientifique, un mathématicien, et c'est un mathématicien un peu particulier en ce sens qu'il s'est posé des questions, qu'il a imaginé des façons de résoudre le problème avec des machines. Et effectivement, la machine, ça est vraiment au centre de sa pensée. Son idée centrale, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du mécanisable, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui peut rentrer dans le domaine de l'algorithme. Et donc à partir de ça, il est très connu pour ça, pour avoir justement fait tout un travail de décryptage des codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de la même façon en construisant en fait une machine qui allait faire le travail à sa place en fait. Et puis donc effectivement, donc le test de Turing, donc ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un pionnier. Turing est aussi vraiment l'un des pionniers importants de l'informatique. C'est vraiment lui qui a posé les bases théoriques d'une grande partie de cette histoire-là. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 40 en fait, à l'époque où donc les premiers ordinateurs sont en train d'arriver à la connaissance du public, en fait à une époque où on parle vraiment de cerveau électronique. En plus il y a vraiment cette idée très tôt, dès le début, que les ordinateurs vont penser. Et donc Turing, sa contribution importante à cette histoire d'intelligence artificielle, c'est qu'il publie un article qui s'appelle Can Computers... Non, c'est pas que c'est... je pensais à Can Computer Things, mais je pense pas qu'il utilise le mot computers à l'époque. Mais en tout cas, donc il publie un article en fait qui commence par se poser la question en fait, est-ce qu'un ordinateur va un jour pouvoir penser? Et la première chose qu'il fait, en fait, c'est de dire, finalement, cette question, elle est trop imprécise. C'est-à-dire que, enfin, est-ce qu'une machine va pouvoir penser plus exactement? Alors déjà, une machine, je ne sais pas exactement bien où s'arrête le domaine de la machine. Et alors, penser, en plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Philosophiquement, tout ça est beaucoup trop compliqué. Donc ce qu'il fait en fait dans l'article, c'est qu'il essaye de trouver un équivalent, une espèce de critère plus simple qui pourrait correspondre qui pourrait modéliser en fait ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que penser. Et donc il arrive à un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est vrai que finalement c'est maintenant, notamment dans la science-fiction, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu souvent, mais enfin je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc en fait l'idée c'est simplement de dire qu'on va mettre en fait un sujet, deux personnes séparées en fait par un mur et qui vont communiquer par du texte. Il y a donc quelqu'un qui essaye de montrer qu'il est un humain, et de l'autre côté un juge qui essaye de savoir s'il est en train de parler à un humain ou à une machine. Et donc le but pour la machine c'est de convaincre le juge qu'il est un humain. Et effectivement, on peut avoir aussi un test, enfin disons un référent qui est un humain qui essaye lui-même de convaincre l'expérimentateur qui est humain. Et voilà. Et il dit bon, cette question-là, par contre, on peut peut-être commencer à y répondre. Et donc il essaye de se représenter ce que ça peut être, comment ça peut marcher, quels sont le type de questions qu'on va pouvoir poser, comment l'ordinateur peut jouer le rôle de l'humain, etc. Il fait après, donc il développe tout ça et puis il fait une prédiction, mais il voit tout ça à un horizon très très lointain, parce qu'il dit de toute façon il est évident qu'il n'y aura pas d'ordinateur qui sera même en mesure très vaguement de loin de passer ce test avant au moins un siècle.
Et puis il donne aussi, ce qui est assez rigolo, il donne des données quantitatives, c'est-à-dire il dit oui, alors j'imagine que vu la capacité que je calcule d'une façon un peu bizarre du cerveau humain, il va falloir tant d'octets de mémoire dans les ordinateurs pour y arriver. Parce qu'il y a des calculs qui sont un petit peu rigolos parce que ça n'a pas vraiment de sens. Disons qu'en termes de mémoire, on y est depuis longtemps, mais en termes de capacité à passer ce test en réalité, ça par contre, on n'y est pas. Alors justement, ce test passe par le langage. Donc Frédéric, tu as sûrement des choses à dire là-dessus. Oui, donc moi je m'intéresse plus particulièrement aux intelligences artificielles qui parlent et qui comprennent ce qu'on leur dise. Et là, malgré les progrès du deep learning et de plein de choses, effectivement, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune machine qui, à l'heure actuelle, passe le test de Turing de manière propre, où on se dit, bah oui, c'est évident que la machine a un niveau presque humain de dialogue. Du coup, nous, on essaye de préciser encore un peu plus le test. Et donc, le test de Turing tel qu'il vient d'être décrit, on l'a laissé un peu de côté. Et à la place, maintenant, on se sert de quelque chose qui s'appelle les schémas de Vinograd. Alors, c'est quoi les schémas de Vinograd? En gros, c'est un couple de phrases, donc deux phrases, qui ne se distinguent que par un mot échangé par un autre. Et on essaye de voir si la machine arrive à comprendre la subtilité de différence de sens qu'il y a entre les deux phrases. Exemple, bon, c'est des exemples très simples, très bêtes. Hein. La poussette ne tient pas dans la valise parce qu'elle est trop grande. Vous comprenez tous que le L de elle est trop grande, c'est la poussette. La poussette ne tient pas dans la valise parce qu'elle est trop petite, donc exactement la même phrase avec petite à la place de grande. Cette fois, elle ne désigne pas la poussette, mais la valise. C'est bien la valise qui est trop petite. Tous les humains, tous, on comprend immédiatement le sens de elle, c'est-à-dire la référence de elle. Est-ce que elle reprend la valise ou la poussette? C'est ce qui s'appelle le problème de la référence en linguistique. Une machine en est incapable. En tout cas, elle a énormément de mal parce que les phrases se ressemblent tellement que statistiquement, le mot « elle » peut, dans les deux cas, référer aussi bien au premier élément de la phrase qu'au deuxième. En gros, à l'heure actuelle, les humains font 100% à cette tâche, à ce test. Les machines en sont à 60 à 65%, ce qui peut paraître déjà pas mal, mais en fait, c'est très mauvais. En traitement automatique des langues, on considère qu'un système devient vraiment intéressant quand il dépasse les 95%, et là on en est très loin. Mais en dehors du test de Turing, est-ce qu'on a des progrès en traitement automatique des langues? Dans quelle direction Alors, à l'heure actuelle, les systèmes qui marchent bien font des tâches qui peuvent paraître extrêmement simples. C'est-à-dire juste, on lui donne au système un texte tout venant qui vient du web, par exemple, et la première tâche, c'est de segmenter les phrases. Bon, nous, ça, c'est évident, on repère les points, on sait très bien où s'arrête une phrase, etc. Une machine, ça demande des difficultés parce que les points sont aussi utilisés dans les abréviations, dans les acronymes, dans des mots composés comme on en trouve dans les romans de SF. Hein. Donc la segmentation en phrases, déjà c'est un premier problème, ça va, on arrive à peu près à le résoudre. Du coup après il y a la segmentation en mots, il faut trouver ce que c'est qu'un mot. Alors évidemment entre deux espaces on prend la suite de caractères et on trouve les mots. En réalité c'est un peu plus compliqué mais bon ça aussi on s'en sort bien. Après, une fois qu'on a les mots, on essaye de trouver des catégories de ces mots. Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des verbes, des prépositions, etc. Je vous donne un exemple qu'on utilise énormément en traitement automatique des langues. C'est la petite brise la glace. La petite brise la glace, donc une phrase qui peut être interprétée de deux façons. Soit on imagine une petite fille qui brise un miroir, soit on imagine quelqu'un qui est dans le froid et il y a un petit vent frais qui la glace, donc elle est glacée. Voilà.
Donc des mots comme glace, comme petite, comme ferme, ça peut être aussi bien un adjectif qu'un nom commun, qu'un verbe qui est au présent de l'indicatif à la troisième personne. Donc une tâche des ordinateurs, ça va être face à ces mots-là, dire bah là, dans ce contexte-là, il s'agit bien d'un adjectif, ou d'un verbe, ou d'un nom, et c'est pas forcément simple. Nous, on le fait très très bien, un ordinateur, ça lui demande un certain nombre de processus. Et plus loin, puis après j'arrête, la dernière phase où on se débrouille plutôt bien en TAL à l'heure actuelle, donc en traitement automatique des langues, c'est la syntaxe, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'école primaire, où est le sujet grammatical, où est le COD, le COI, etc. Et donc là aussi, il y a tout un tas de processus qu'on implémente, éventuellement avec des phases d'apprentissage artificiel et des techniques d'intelligence artificielle. Et les systèmes, à peu près, à l'heure actuelle, arrivent à trouver le sujet, le complément d'objet direct et indirect.